Merci à vous et à votre patience. La navette n'était pas extrêmement rapide et moi non plus une fois dans la cour du château. Ardeur révolutionnaire et apaisement, j'ai intitulé un peu différemment, il s'agit de voir le peuple, mais effectivement on va se rendre compte qu'il s'agit aussi de voir ses émotions. Alors la première chose que je voudrais dire, c'est que je vais faire un topo qui est un topo d'historienne, je ne suis pas du tout historienne de l'art. Et donc, ce qui m'a intéressé dans les images que je vais projeter, qui ne sont pas toujours d'une excellente qualité, parce que c'est assez fait un peu d'une manière chaotique, et qu'on n'a pas à demander les droits, et donc voilà, toutes ces choses sont un peu faites pour la circonstance. En fait, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment on pouvait circuler entre une connaissance qu'on a en historienne des émotions révolutionnaires et du peuple révolutionnaire, et les représentations qui ont été faites de ce peuple. On m'a d'ailleurs souvent demandé, travaillant sur le peuple, qui était ce peuple patient du livre que j'avais intitulé « La longue patience du peuple », et si je croyais qu'il avait vraiment existé, qui il était sociologiquement. Très souvent, c'était sociologiquement qu'on me posait la question. Je crois que c'est une bonne question, car le mot « peuple » est à la fois une catégorie politique normative et un mot qui renvoie aussi à un référent empirique. Même si la nation puis la République peuvent allégoriser le peuple, ce n'est jamais seulement une allégorie ou une catégorie. Le peuple est cependant souvent pris chez les historiens comme catégorie sociale sociologique et renvoie alors classiquement au petit peuple, au populaire. Voilà, au populaire. Ce qui a alors manqué, c'est le peuple comme catégorie politique de la totalité divisée par l'existence même du populaire. Parce que le mot peuple, dans les langues européennes, désigne à la fois l'ensemble des citoyens d'un État ou d'une cité, l'universalité des citoyens, et le menu peuple, le populaire. De ce fait, la question du peuple, me semble-t-il, ne peut être appréhendée dans la seule catégorisation sociale. Il devient à la fois une figure empirique sociale à l'œuvre, mais aussi, dans les discours, dans les images, une catégorie politique. Et je crois que c'est effectivement ce qui est difficile à saisir quand il s'agit de représentation visuelle. Il y a toujours une tension entre donc, le concept de peuple et l'empirie. Et quand on parle de figuration, de représentation, de peinture pour voir le peuple, il s'agit de comprendre comment cette tension est prise en charge par les différentes représentations. La représentation qu'on connaît, je dirais, d'une manière classique, est celle du peuple incorporé, où il s'agit effectivement de repérer depuis le Léviathan jusqu'aux différents portraits en majesté des monarques, des figures qui, comme corps singulier, sont supposées incorporer le peuple dans sa totalité. C'est le principe du Léviathan, du roi en majesté. Je vous rappelle, Dieu est infini et tout. Le prince, en tant que prince, n'est pas regardé comme un homme particulier. Il est Dieu établit les rois comme ses ministres et règne par eux sur les peuples. Les princes agissent comme ministres de Dieu et ses lieutenants sur la terre. La volonté de tout le peuple est renfermée dans la sienne. Donc on est là dans une incorporation qui est celle qui existe à la veille de la Révolution. La question de l'incorporation, c'est une question qui est bien sûr donc celle du rapport entre le divin, la possibilité de faire de la politique sur Terre et la possibilité d'avoir des acteurs qui décident. Évidemment, le rapport qui existait entre la voix du peuple et la voix de Dieu était médié par la voix du roi. Hein, c'est ce que j'avais essayé de présenter. Donc dans ce contexte-là, la voix du peuple n'existe pas. Ou en tout cas, elle n'existe qu'en tant qu'elle est médiée par le roi. Mais les jansénistes sont passés par là, et ce qu'ils ont finalement évacué, c'est cette fameuse voix du roi. Et donc désormais, c'est le peuple lui-même qui représente la voix de Dieu. On est dans le vox populi, vox dei. Et il y a là, du coup, une interrogation sur comment pouvoir saisir cette vox populi du côté de la représentation. Ici, je vous ai proposé une image de prieur qui présente la foule bigarrée qui va chercher les armes aux garde-meubles.
Et cette foule bigarrée, on voit qu'elle a en fait avec elle des armes qui sont des armes anciennes, parce que le garde-meuble, c'est des armes anciennes. Et elles ont été récupérées dans l'espoir de pouvoir s'armer. On est dans le même moment que la prise des armes aux Invalides. Et c'est une foule qui, parce qu'elle s'amuse de ces armes anciennes, est une foule qui n'est pas encore une foule inquiétante. Mais la question de la foule et de la présence du populaire ou du peuple quand il n'est plus incorporé, c'est effectivement la foule inquiétante qui est celle qui domine dans les représentations les plus fréquentes, non pas au XVIIIe siècle, mais au XIXe. Et en particulier, après qu'on ait fantasmé d'une manière extrême les premières décapitations. Ici, la décapitation de Foulon, puisque c'est sa tête qui est portée devant le visage de Berthier. On est au lendemain de la prise de la Bastille. Et effectivement, il y a une scène d'effroi. Et donc, le mouvement populaire, en fait, trouble parce qu'il n'est pas troublé par cette violence. Voilà. Et donc, on voit au premier plan ces jeunes personnages et cette volonté de montrer une foule qui va inquiéter, mais qui n'inquiète pas vraiment ici l'auteur de la représentation, mais qui ne cherche pas non plus à masquer ce qui a été fait. Ce qui a été fait, en l'occurrence, par l'histoire de l'Ancien Régime, c'est-à-dire l'affaiblissement d'une sensibilité face à la cruauté pour baigner constamment dans la cruauté, avec les écartèlements en place publique, avec les gibets ou pendent des corps d'une manière constante aux portes des villes. Et donc, l'affirmation par quelqu'un comme Babeuf que l'Ancien Régime a rendu le peuple cruel et sauvage, même quand il est juste dans ses intentions. Et donc, on est là dans cette question. Cette question sera reprise par Hippolyte Taine. Elle a une longue histoire devant elle, parce que Hippolyte Taine va servir ensuite à Le Bon dans sa description des foules, qui lui-même sera repris par Freud, ce qui fait que l'imaginaire du peuple, quand il est effectivement présent dans l'espace public, c'est un imaginaire d'une foule abjecte et non pas d'une foule sublime. Mais la foule sublime existe aussi, et là c'est une représentation de Le Sueur, et cette foule sublime ici, en fait, est une foule en fait, qui, dans le vocabulaire de Freud, puisque je viens de l'évoquer, correspond effectivement à cette notion de foule, mais ce qu'il appelle les foules organisées. Donc une foule organisée, puisqu'on voit au premier plan des personnages qui portent le ruban tricolore, et qui sont ces personnages qui incarnent la représentation nationale, des sans-culottes qui portent l'arbre de la liberté qui va être planté sur la terrasse des Feuillants, des femmes qui incarnent elles aussi la représentation nationale, et puis le caractère bon enfant avec différents types d'armes, des piques et des fusils, et puis les enfants qui jouent au bord de la fosse qui a été creusée pour pouvoir planter cet arbre. Cet arbre de la liberté, planté sur la terrasse des Feuillants, en fait, la veille du 20 juin, est un arbre qui doit apaiser les émotions. Et donc ici, foule bon enfant, parce qu'elle a comme visée, justement, de permettre de n'être pas cruel, de permettre au peuple de n'être pas, justement, ce qu'on redoute qu'il soit. Et donc, il y a toute une série de procédures d'apaisement des émotions populaires qui se met en place pendant la période révolutionnaire et qui sont donc représentées ici d'une manière extrêmement forte par Le Sueur. Cette question de l'incorporation et de la présence de la foule, en fait, comme vous savez, elle a été non pas résolue, mais en tout cas transformée par l'idée d'un peuple représenté. Et cette question de la représentation, qui reste notre question importante aujourd'hui dans nos démocraties, elle est au cœur donc de l'événement révolutionnaire. Ici, une image de la représentation dans le cadre des États généraux, où ce qui compte, c'est effectivement l'immense présence de la nation en tant qu'elle est effectivement plus importante que d'habitude, puisque le tiers-État a été doublé. Mais ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, même si l'image est absolument mauvaise, j'en suis désolée, mais vraiment on n'a pas les droits, c'est le serment du jeu de paume, où on voit que la question de la représentation
et du spectacle est mise en scène, puisqu'il y a effectivement le spectacle du serment proprement dit, mais tous les spectateurs qui sont aux fenêtres. Et donc il y a quelque chose qui se joue dans le tableau d'une porosité entre ceux qui sont acteurs dans la scène de la représentation et ceux qui sont spectateurs, mais qui se trouvent être eux-mêmes aussi dans des positions d'action. C'est une position d'action parce que dans ce moment de la Révolution, contrairement à l'imaginaire qu'on a de la Révolution, la période 1789, mai-juin 89, est une période extrêmement risquée. Et donc les députés qui se sont échauffés pour rejoindre la salle du jeu de paume quand la salle des menus plaisirs a été fermée, savent qu'ils font quelque chose d'extrêmement radical en ne reconnaissant plus le roi de droit divin qui a pris la décision de fermer la salle des menus plaisirs. Et donc ce serment du jeu de paume, c'est un très grand transfert de sacralité, puisque les députés vont se sacrer eux-mêmes, hein, c'est le principe du serment, ils se sacrent eux-mêmes, et se présentent ainsi comme les personnages sacrés de cette révolution et de cette constitution à venir, puisque l'enjeu est bien de faire une constitution. Ils savent que c'est extrêmement dangereux, et effectivement, je vous passe les épisodes parce qu'on m'a demandé de parler juste une demi-heure, donc je vais essayer de ne pas être trop longue. Mais ils savent qu'ils peuvent être arrêtés, qu'ils peuvent être exécutés, et qu'il y a un véritable danger, parce que la puissance des armes appartient toujours, effectivement, au pouvoir souverain de droit divin. Et en conséquence, ils ont besoin, pour trouver le courage d'être ces acteurs de la représentation et de ce serment, d'être soutenus par les spectateurs qui les applaudissent, qui reconnaissent leurs valeurs et qui fabriquent une sorte de pacte extrêmement important ce 20 juin entre les députés et ce qu'on appelle le peuple, l'universalité des citoyens, mais universalité des citoyens qui d'emblée est particulière puisqu'il s'agit de fabriquer un tout avec une soustraction, à savoir la soustraction de ceux qui ne veulent pas de cette transformation radicale. Il se trouve que majoritairement, ceux qui ne veulent pas de cette transformation radicale parce qu'ils ont à y perdre beaucoup, c'est la noblesse. Mais il s'agit donc de savoir comment on va effectivement fabriquer ce tout, cette universalité de la représentation, sans la noblesse et avec une partie très très faible pour le moment du clergé. Et au moment où l'Assemblée essaye de se donner un nom, eh bien, on a effectivement différentes propositions pour pouvoir se nommer. Sieyès propose « Assemblée des représentants connus et vérifiés de la nation française ». Mirabeau propose « Représentants du peuple français ». Mounier « Assemblée légitime des représentants de la majeure partie de la nation, agissant en l'absence de la mineure partie ». Alors, il me semble qu'il y a différentes choses à dire sur ce moment-là de nomination. Outre l'opération de mise en équivalence de la nation et du peuple, et ça me paraît quelque chose d'extrêmement important, parce qu'évidemment, pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire l'imaginaire de la nation et l'imaginaire du peuple, ce n'est pas la même chose. À ce moment-là, c'est le même, avec toujours en arrière-fond, c'est pour ça que j'ai trouvé important de projeter l'image du Léviathan, en arrière-fond, l'idée de cette multitude et de la possibilité de l'incorporer. Donc la représentation de quoi, de qui. Deuxième chose, est-ce qu'on va rendre visible ou invisible cette question de la division et de la soustraction ? Évidemment, Mounier, qui est le plus modéré, souhaite rendre les choses absolument visibles et dire bon, ben, on s'instaure assemblée légitime, mais nous savons qu'il y a des manquants qui peuvent encore nous rejoindre. Mirabeau considère qu'il n'y a plus à se poser la question et parle des représentants du peuple français. Et je dirais que Sieyès est un peu entre les deux en ayant besoin de dire que les gens qui sont là ont été reconnus et vérifiés. Reconnus et vérifiés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on sait qu'ils ont bien été élus par les personnes qui devaient les élire et qu'ils n'ont pas usurpé leur position de représentants. Et donc on voit bien que cette question de la représentation et des spectateurs, eh bien c'est la question de savoir comment on reconnaît dans le représentant celui qui vous représente. Et que si les spectateurs ne sont pas là, eh bien on est dans une situation où la représentation est complètement séparée de la nation ou du peuple, comme vous voulez. Et dans ce cas-là, eh bien, il y a une très grande difficulté à rendre légitime la légalité.
Et donc c'est la tension entre légitimité et légalité qui se joue dans le tableau de Seyès avec les spectateurs et les acteurs. C'est un point qui me paraît être extrêmement important parce que ça a une longue histoire. Ça a une longue histoire qui n'est pas celle de Vox Populi, Vox Dei, même si Danton va dire que c'est l'adage le plus républicain qui soit, mais qui est plutôt l'idée qu'il y a un logos des gouvernants et des émotions des gouvernés. Et on est du côté de Platon lorsqu'il parle de la voix du gros animal populaire face au langage articulé de ceux qui gouvernent. Et donc il s'agit de savoir si l'universalité des citoyens est le souverain ou s'il n'est finalement que le prétexte à un nouveau mode d'incorporation dans notre multitude qui est celle de la représentation. Et que ce seraient donc les représentants qui auraient effectivement le pouvoir. Or, cette question, qui est une question centrale, eh bien, c'est une question importante dans les modes de représentation adoptés par les artistes dans la période de la Révolution. Et quelqu'un comme Prieur, que je viens d'évoquer, je reprends la même image, est quelqu'un qui va constamment plutôt favoriser des représentations de la foule dans la rue et dans l'espace public, voire avoir des images qui sont un peu mineures quand il s'agit de la représentation nationale, et qui, du coup, montrent que pour lui, le véritable souverain, c'est celui qui agit, qui est vraiment acteur, comme par exemple la veille du 14 juillet, où là, on est dans la nuit du lendemain du 14 juillet, la nuit du 14 au 15. Et ce 14 juillet est considéré par Michelet comme le seul du jour du peuple tout entier. Alors ce peuple tout entier, l'universalité des citoyens, évidemment, la volonté du tous unis ou du tous ensemble, y compris quand il est critiqué par exemple par Dario Fo, quand il dit « tutti insieme », mais est-ce que c'est pas le patron qu'elle a juste à côté? C'est quand même toujours la question de refaire du corps avec ce qui ne peut pas faire du corps. Donc c'est retrouver un autre mode d'incorporation, incorporation qui peut se jouer par la concorde, comme ce qui se passe au moment de la fête de la Fédération, où on va fêter à la fois le 14 juillet, mais surtout fêter le retour à l'ordre. Et donc cette représentation est celle donc de Le Sueur, donc qui fait des gouaches, c'est des petits formats en fait. Et ce qui est représenté ici, c'est le tutti insieme, c'est-à-dire le tous ensemble, avec les gens qui portent la culotte, les gens qui portent le pantalon, les hommes, les femmes, des aristocrates, des jeunes, des vieux, différents types de personnes qui sont prêts à être acteurs du terrassement du Champ de Mars, de manière à ce que la fête de la Concorde ait lieu. Alors cette fête de la Concorde, c'est une fête en fait qui est assez mal connue du grand public, parce qu'elle vient d'une série de fédérations qui ont eu lieu dans toute la France pendant plusieurs mois, et elle n'est pas décidée par l'Assemblée des représentants, elle est décidée, ou elle est demandée plus exactement, par l'ensemble du pays qui souhaite qu'il y ait une grande fédération nationale, comme il y a eu des fédérations de village à village, de ville à ville, de manière à pouvoir produire une défense par secours réciproque. Et donc, dans une certaine mesure, la mise en scène du tous ensemble pour aller terrasser le Champ de Mars, c'est une manière d'affirmer qu'on peut être capable, entre les différents groupes sociaux, de fabriquer ces secours réciproques en vue du bien commun qui est celui de pouvoir organiser cette concorde. Et donc cette concorde, elle est vécue par beaucoup de personnages commentateurs comme une fausse concorde. Parce qu'en fait, on est à ce moment-là, dans un moment où on a déjà introduit dans l'arsenal législatif une loi martiale. Et la loi martiale, c'est la loi qui autorise à disperser une foule après 3 sommations quand on considère que l'attroupement est perturbateur de l'ordre public. Or, cette manière de pouvoir disperser une foule par la loi martiale, c'est une manière de ne pas laisser justement à la vox populi l'espace de se déployer. Et donc, il y a bien quelque chose d'une tension entre qui dispose réellement de la possibilité d'être acteur, aussi bien d'être acteur comme on a été acteur au moment de la prise de la Bastille, ou d'être acteur comme on le sera dans de prochaines insurrections. Et donc la vraie question, c'est de savoir à quoi sert la concorde
sinon à laisser les représentants avoir le dernier mot de la souveraineté nationale, quand on souhaite que ce soit le mouvement populaire qui ait ce dernier mot. Une image d'une situation qui est celle du lendemain de la plantation de l'arbre de la liberté que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est l'entrée dans les Tuileries le 20 juin 1792. Et ce qu'on voit, c'est que ce 20 juin 1792, ce qui est demandé, c'est que la vox populi soit justement entendue. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 20 juin? Ici, ce qui me paraît important, c'est à nouveau de remarquer une certaine bigarrure, différents types de personnages et la capacité à mélanger les types d'armes. À nouveau, les piques et les fusils. Et donc, piques et fusils, ça veut dire qu'on a réussi à mélanger la garde nationale et le mouvement populaire qui a forgé des piques en fait depuis 1789, mais ça s'est accéléré en 1792 parce qu'il est convaincu qu'il devra se défendre lui-même. Et donc on a au premier plan un personnage assez costaud, on va dire, avec un bonnet, qui est peut-être Santerre, qui est une figure du faubourg Saint-Antoine et qui est un brasseur qui a une responsabilité importante dans la garde nationale. Donc on est là dans un moment où on voit une détermination très importante qui est un moment un peu insurrectionnel. Quand les gens arrivent devant les portes du château, ils ont déjà défilé pendant 3 heures à l'Assemblée. Et donc ils ont demandé quoi à l'Assemblée? Que l'Assemblée décide de ne pas tenir compte des vétos du roi. C'est un point qui me permet de revenir sur cette question du vox populi, vox dei. Parce que qu'est-ce que c'est que d'avoir donné un veto au roi? Le mot veto, il vient bien sûr de l'histoire classique romaine, et c'est la possibilité pour le tribun de la plèbe d'interrompre des décisions quand elles sont trop néfastes pour la plèbe, dans une certaine mesure pour le populaire, on pourrait dire, pour la période révolutionnaire. Or, ce veto a été donné au roi et il ne l'utilise pas pour défendre ni la plèbe populaire, ni même l'universalité des citoyens révolutionnaires. Il l'utilise pour empêcher le mouvement révolutionnaire. Et il l'empêche en particulier de lutter contre les prêtres réfractaires, de lutter contre l'immigration, etc. Et on est dans un sentiment de danger, puisque la guerre a été déclarée, et qui a donc nécessité de pouvoir avoir des gens qui protègent la capitale. Et donc c'est des vétos qui donnent le sentiment que le roi expose le peuple à être anéanti. Et c'est les termes qui sont utilisés dans les pétitions, dans les adresses qui sont envoyées à l'Assemblée, qui sont extrêmement nombreuses. Donc le peuple a décidé, qu'est-ce que ça veut dire? Le faubourg Saint-Marcel et le faubourg Saint-Antoine. Donc on peut dire, c'est pas le peuple, c'est une petite portion du peuple. Mais il se présente comme le peuple. Et il se présente dans sa pétition en disant « Nous, le peuple », murmure dans l'Assemblée des représentants. Nous, le peuple, ça veut dire qu'il y a une énonciation où certaines portions d'acteurs peuvent incarner le tout. Et cette tension entre le tout et la minorité actrice, c'est en fait l'affirmation que l'action, en fait, autorise à être en même temps acteur et représentant. Et donc, c'est ce qu'on pourrait appeler une souveraineté en acte, où il n'y a plus de différenciation entre représenter, agir, et finalement devenir, à proprement parler, citoyen sans l'autorisation de la représentation nationale. Il n'empêche qu'ils sont quand même passés d'abord pendant 3 heures dans l'Assemblée, portant des pancartes, expliquant leur point de vue et cherchant à contenir la fameuse ardeur ou l'enthousiasme qui peut faire basculer une foule sublime vers une foule abjecte. Et donc cette tension, c'est une tension qui est vécue par les révolutionnaires. Et donc, ils vont avoir le désir, si on prend une expression populaire, de constamment dire « retenez-moi ou je vais faire un malheur ». Et donc, « retenez-moi ou je vais faire un malheur », c'est affirmer que pour que la vox populi reste du côté du sublime, il faut des institutions et des manières de faire qui permettent de ne pas tuer l'ardeur, ne pas renoncer à l'ardeur populaire, mais faire en sorte qu'elle reste sur le fil et qu'elle ne bascule pas du côté d'une violence cruelle. Cette modalité dans l'Assemblée, elle s'est faite grâce au tambour, à des danses et donc à d'autres formes, si vous voulez, de manifestations populaires symbolisées que les mots.
et elle débouche sur la manière dont on peut faire d'une manifestation une sorte de fête. Et donc il y a des moments silencieux, des moments marchés, des moments avec des tambours et des moments dansés dans le défilé qui a eu lieu à l'Assemblée, ce qui conduit donc à un moment d'insurrection qui reste assez bon enfant. Ce que vous connaissez la plupart du temps sur le 20 juin, c'est le roi qui accepte de trinquer avec le peuple et de porter le bonnet rouge, mais le peuple est berné puisque ça ne débouche pas sur la levée des vétos. Il n'empêche que cette question de la fête est une question centrale pour comprendre la vox populi si on accepte que l'idée de la voix, c'est du corps, que la question du corps met en jeu la question de l'ardeur et donc des émotions, et que la fête est le lieu par excellence de circulation des émotions. Comment on fait circuler les émotions, quelles émotions on souhaite faire circuler, quelle position on a dans la fête, est-ce qu'on est spectateur, acteur, est-ce qu'on est impressionné ou est-ce qu'on est joyeux, est-ce qu'on est sublimé ou est-ce qu'on est réprimé. Et de ce point de vue-là, le printemps 1792, avant même qu'ait lieu l'insurrection, a été un moment d'utilisation des fêtes pour justement organiser cette vox populi et la manière de cerner les émotions populaires, puisqu'il y a eu deux fêtes qui ont été organisées, celle du 15 avril qui est la fête de la liberté, que je vous présente ici. Toc. Qui est une fête qui a été voulue pour fêter les Suisses de Châteauvieux, c'est-à-dire des soldats qui avaient été violemment réprimés par l'armée de Bouillé, c'est-à-dire ceux qui ont aidé le roi à fuir, et donc qui sont en fait contre-révolutionnaires, et qui sont donc amnistiés par l'arrivée au pouvoir de ministres patriotes. Tout ça se passe dans l'année 92. Et il s'agit à la fois de manifester le fait que quand on s'oppose à une répression inadmissible et donc qu'on résiste à l'oppression, eh bien, on méritera non seulement une amnistie si on a été emprisonné ou si on a été brimé, mais on méritera aussi des honneurs pour avoir été capable de s'opposer à un pouvoir qui pouvait être réellement menaçant. Donc c'est aussi une valorisation des positions courageuses. Donc c'est une fête de la liberté, mais c'est aussi une fête du courage du peuple, qui est capable de s'opposer aux mauvaises lois. De ce point de vue-là, on a là effectivement une scène qui permet de montrer que le peuple est acteur autour d'un char, qui est le char de la liberté, qu'il y a un certain nombre de personnes autour du char et qu'on arrive ensuite au Champ de Mars pour pouvoir retrouver des gestes qui étaient ceux de la fête de la Fédération dans sa version 1791, où le peuple était allé au Champ de Mars en fait le 17 juillet pour demander que le roi soit suspendu après la fuite à Varennes. Comme il avait été réprimé très violemment, la reprise de l'ardeur populaire est très longue à venir. Et donc c'est le moment de cette reprise où on va réinvestir le Champ de Mars, qui était considéré comme tabou, puisque la loi martiale avait conduit à des centaines de morts dont on a la trace dans les registres d'hôpitaux. Donc ici, une fête où on voit quand même le peuple acteur dans une certaine foule, mais bon enfant, et qui prend appui sur des symboles extrêmement importants, mais qui ne sont pas représentés ici, qui sont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et d'autres symboles de la puissance de l'amour qu'on a pour les lois en tant qu'elles sont protectrices de l'ensemble des acteurs de la souveraineté populaire. A contrario, on a une autre fête qui est la fête de la loi, qui est donc ici représentée également par Prieur. Et dans cette fête de la loi, vous pouvez voir qu'on a un défilé qui est beaucoup plus ordonné et où le mouvement populaire en fait est relégué du côté des spectateurs qui sont à peine représentés, puisque ce qui est représenté, c'est un défilé de toutes les autorités constituées de la période de cette monarchie constitutionnelle. Donc il y a quelque chose ici où il s'agit d'impressionner le peuple et de lui faire savoir qu'il ne dispose pas réellement de la souveraineté, que sa vox populi, parce qu'il n'a pas été capable de la retenir au moment du meurtre d'un
d'un maire à Étampes qui a été assassiné en février. C'est une fête pour honorer cet homme quelques mois plus tard. Suite à la fête de la liberté qui avait été un succès, est organisée en fait par des gens qui sont beaucoup plus modérés et qui veulent affirmer que la loi n'a pas à être reconnue comme légitime par le peuple, mais que le peuple doit obéir à la loi. Et donc c'est dans une certaine mesure la loi positive contre la déclaration des droits de la fête de la liberté, la déclaration des droits étant l'amour des lois populaires, au point que le petit peuple enseigne la lecture dans les articles de la Déclaration des droits, et que du coup la prosodie de la Déclaration des droits est extrêmement connue du petit peuple, alors que la loi positive, et en particulier la loi sur la liberté du commerce, est une liberté qui conduit non pas à une équité et à une égalité au sein du peuple, mais conduit les riches à pouvoir avoir plus d'argent en faisant monter le cours du blé, et le mouvement populaire à se sentir écrasé par l'impossibilité de se nourrir correctement. Donc on est là dans deux faits opposés, dont on voit bien qu'elles sont différentes par la représentation, mais où la représentation manque peut-être le principal, c'est-à-dire que la difficulté de la représentation visuelle, c'est de donner du sens immédiatement à ce qu'on est en train de lire. Or, les commentateurs des deux fêtes ont été capables, eux, de dire à quel point la fête du 15 avril était une fête de l'harmonie populaire et de la joie de pouvoir se retrouver, alors que la fête de la loi, qui a lieu un peu plus tard, est une fête qui, en fait, visait à mettre au pas ce mouvement populaire. Le mouvement populaire, en 1792, n'est pas mis au pas, et on est là dans une fête du 18 juillet aux Champs-Élysées. On le voit dans sa capacité à organiser une vraie fête populaire avec des danses nocturnes, des illuminations, et à affirmer que c'est par la joie de vivre qu'on pourra faire la révolution. Point extrêmement important, parce que c'est l'autre pendant. On peut dire la loi peut réprimer la cruauté, mais ce qui permet de ne pas faire surgir la cruauté, c'est la joie de vivre. Quand les gens sont joyeux et heureux de ce qu'ils sont en train de vivre, ils sont moins cruels. C'est pas qu'ils sont plus du tout cruels. La cruauté fait partie de la texture humaine, on pourrait dire. Mais il n'empêche que tous les moments de joie sont quand même des moments d'apaisement de la cruauté et de moments sublimes. Et donc il y a la volonté de rendre la qualité sublime à ce peuple qui sent qu'on lui ravit sa liberté, qu'on ne veut pas le laisser libre, et qu'en conséquence, il doit trouver les moyens de maintenir son ardeur sans risquer de basculer dans la cruauté. On est là dans la possibilité de voir que l'imaginaire d'un mouvement populaire et d'une république qui vient, parce que la république n'est pas encore là, mais elle est désormais appelée des vœux de beaucoup de monde. On est dans des graffitis qui sont dans la chapelle à Martigues. Je me souviens plus du nom de la chapelle, je suis désolée. Comme je n'ai pas suivi mes notes, je ne vais pas perdre du temps en retrouvant le nom, mais c'est une chapelle importante qui a été étudiée à plusieurs reprises, et en particulier par Michel Vauvel. Et il interprétait ce graffiti comme étant, ici repris, comme étant un couple de jacobins. Et je ne sais pas si vous avez vu la Marseillaise de Renoir, mais à un moment donné, le couple, la veille du 10 août, va voir un petit spectacle d'ombre avec le système de l'ancêtre du cinéma. Et on voit s'écarter un personnage féminin qui prétend être la nation, et le roi, en disant que le roi a tellement trahi qu'un divorce s'est installé entre le roi et la nation. Et c'est avec cette image de la Marseillaise qui elle-même reprenait des imaginaires de la période révolutionnaire que j'ai eu une discussion avec Michel Vauvel pour lui dire mais peut-être que ce n'est pas un couple de jacobins, que certes le roi est déguisé en jacobin comme il s'est déguisé lui-même en jacobin le 20 juin 1792 avec le fameux bonnet, mais que quand même elle a un regard un peu trop goguenard pour que ce ne soit pas effectivement quelque chose à interpréter qui ne soit pas simplement du côté d'une femme qui aurait un peu le pouvoir dans le couple. Ce qui n'empêche pas, ça peut être tout à fait polysémique. Et il se trouve qu'une autre historienne de l'art, qui a étudié donc ce graffiti, a montré qu'en fait le nez avait été refait
et que dans des couches antérieures, le nez était absolument reconnaissable comme un nez de Bourbon. Et que donc ce n'était pas un jacobin ordinaire ni un sans-culotte ordinaire, qu'il s'agissait en fait du roi. Et donc s'il s'agit du roi, en face, il s'agit de la nation ou du peuple. Évidemment, peut-être de Marianne déjà, puisqu'on est déjà dans la période où Marianne vient. Et ce graffiti, en fait, dit quelque chose de la nécessité à un moment donné de réincorporer par des allégories, mais des allégories qui gardent un caractère assez empirique dans une situation où tout n'est pas encore tendu. Quand la situation va être beaucoup plus tendue et où il s'agit de se débarrasser des rois qui ont trahi, eh bien, on est à nouveau dans une allégorie et d'une incorporation, mais ça, c'est le peuple qui devient une figure de géant capable de détruire, d'anéantir les rois. L'incorporation, on la trouve encore avec la figure de Marat, qui est en fait le corps du peuple, et le corps qui saigne dans la représentation de David de Marat, en fait, c'est la nécessité en situation de danger de pouvoir refigurer le peuple, non pas dans cette multitude bigarrée, mais dans un corps qui peut exprimer l'affliction populaire face à la mort de Marat et en même temps lui redonner l'ardeur pour ressaisir la situation. De ce point de vue-là, on est à nouveau dans une incorporation, mais ce n'est pas une incorporation étatique comme celle du roi, c'est l'incorporation des porte-paroles populaires. C'est plus ambigu pour Robespierre puisqu'il est membre du comité de salut public et éminent membre du comité de salut public, mais avant d'être membre du comité de salut public, il est aussi dans cette position de porte-parole. Et donc on est toujours dans cette question de la voix et le logos. Le peuple peut être acteur dans la rue, être acteur dans les insurrections, apprendre à retenir son ardeur et sa cruauté dans les fêtes, mais il a aussi besoin du logos qui n'est pas toujours si pertinent tout seul. Voilà, il ne le produit pas toujours tout seul. Et donc les porte-paroles populaires eh bien, deviennent des figures qui sont effectivement des figures reconnues comme celle de Robespierre. Il n'empêche que la question centrale des révolutionnaires, c'est quand même la question de la vie bonne. Si on fait une révolution, disait le père Duchesne, foutre, c'est pour être heureux. Et donc les représentations populaires, picturales, en particulier celle de Le Sueur, qui me semble ne pas du tout avoir épuisé les commentaires des historiens d'art, sont des représentations qui permettent de dire que oui, il s'agit d'être heureux, et il s'agit d'être heureux en n'étant pas dupe des différents signes et du pouvoir. Ici, une petite famille qui va à la guinguette. Ici, une femme qui se moque de son mari qui porte le bonnet par conformisme révolutionnaire. Et puis, ici, une famille où l'ensemble de la famille accompagne le père de famille qui part à la guerre et qui est accompagné par également une cousine et un ami qui portent le havresac et qui montre qu'il y a effectivement cette capacité à vouloir défendre la patrie. Et défendre la patrie, c'est défendre cet univers où, protégé par des bonnes lois, la vie peut enfin être bonne. Peut-être que c'est ça la représentation la plus novatrice du moment révolutionnaire, c'est-à-dire être capable de montrer des gens du peuple qui sont heureux et non pas des gens du peuple qui souffrent de la faim ou qui souffrent de la guerre ou qui souffrent de la peste. Merci.